Alima, on y va? Oui, oui, ça va, ça va. Bonjour à tout le monde, bonjour et merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. On va commencer par une petite courte vidéo pour introduire ce qu'on fait. Donc, Elena, ma collègue, va présenter la vidéo et après ça, je vais continuer à parler. Donc, Elena, vas-y. Face the greatest challenges in. Sorry. At Kuja, we believe that local organizations closest to their communities hold the most effective and sustainable solutions. Yet, they often face the greatest challenges in securing the resources they need. Kuja is here to bridge the gap and accelerate change in the aid and development sectors. Incubated by Adesso, Kuja is built to equip local organizations, ensuring that solutions emerge directly from the communities they serve. Our vision is clear: a world where communities have the autonomy to shape their own future. Kuja connects and equips impact-driven organizations, shifting funding and decision-making to community-led initiatives. The Kuja platform is a gateway to discovering and amplifying impactful organizations across the Global South, offering transformative tools to foster connections with peers, funders, and new opportunities. Through 4 innovative solutions, Kuja drives this change. Kuja Link, tools to simplify fundraising and connect organizations with the best fit partners. Kuja Build, operational support to help organizations meet donor requirements and access direct funding. Kuja Learn, accessible resources to build skills, foster collaboration, and create lasting impact. Kuja Advise, a marketplace for pro bono expertise and peer-to-peer support. Kuja means come in Swahili. Come together, come learn, come grow, come connect. Kuja, accelerating change where it's needed most. Visit kuja.org to learn more. Merci, Elena. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Tout d'abord, nous sommes très, très désolés pour le problème de lien qui s'est produit plus tôt, mais nous sommes heureux que vous ayez participé à cette réunion. Moi, je m'appelle Alima Songo, responsable de la communication et du marketing à Kuja. Et encore bienvenue à notre premier webinaire officiel de Kuja dans le cadre d'une série visant à amplifier les voix et les points de vue communautaires sur les récentes coupes budgétaires et sur ce que l'avenir nous réserve. Nous organisons des webinaires hebdomadaires à partir de la première semaine d'avril et nous espérons que vous pourrez y assister. Donc, rejoignez Kuja en créant un profil afin d'être informé des prochains webinaires et d'être au courant. Je posterai le lien sur le chat après ça. Et maintenant, je vous présente Marie-Rose qui animerait la conversation d'aujourd'hui. Elle est présidente de Romain Murphy Consulting, une société de gestion et de stratégie à but non lucratif qui travaille à l'échelle internationale avec un large éventail d'organisations, depuis les petites organisations locales jusqu'aux grandes organisations, grandes institutions d'1 milliard de dollars opérant à l'échelle mondiale. Il est toujours un partenaire efficace pour le changement communautaire. Et avec ça, Marie-Rose, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Alima, et merci beaucoup. Je suis tellement heureuse et merci de prendre le temps d'être là pour ce webinaire. Je vais aussi remercier nos panélistes. Nous avons un groupe extraordinaire de leaders et d'activistes du Bénin. Et ce webinaire est essentiel, comme Alina en a parlé, et cette série que nous organisons est très nécessaire lorsqu'il s'agit d'amplifier les voix des communautés et des leaders du Sud, des pays du Sud. Parce que maintenant, avec les chocs que nous avons reçus récemment, lorsqu'il s'agit de la cessation de l'aide des États-Unis, qui représentait une grande majorité de l'aide internationale, nous assistons à un effet cascade qui est dévastant.
Mais cependant, jusqu'à présent, les voix des Occidentaux dominent. Il est essentiel que nous faisions de la place et que nous amplifions les voix des pays du Sud. Donc, je veux absolument à ce moment-là introduire le groupe de panélistes que nous avons qui nous joint maintenant. D'abord, Monsieur Bio Yakubu Bassirou. Monsieur Bassirou est un activiste africain de premier plan, conseiller et expert en conservation, mobilisation communautaire et en développement des ressources et des organisations. Il est membre fondateur de la Maison des Tortues, un réseau d'organisations de la société civile axé sur la conservation et la protection de l'environnement. Monsieur Imourou Mustafaou est un spécialiste en agroécologie et conservation de la biodiversité. Après sa formation de base en agronomie, il a travaillé, ça fait 10 ans qu'il travaille d'une manière très pratique et dynamique en écologie forestière, en préservation de la biodiversité, en agriculture, avec un focus sur les normes sociales. Il a occupé plusieurs postes, dont le plus récent est celui d'expert en écologie et biodiversité avec la société Ginger Sofrico dans le cadre des services consultants. C'est un projet qui est financé par MCC. Monsieur Aboudou Jalidou Salifou est un expert en gestion de projet, consolidation de la paix et développement durable, avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur des ONG et de l'humanitaire. Il est titulaire d'un doctorat en gestion durable des ressources naturelles, spécialisé dans la cohésion sociale, l'autonomisation des jeunes et des femmes, ainsi qu'à la gestion durable des écosystèmes. Il a travaillé avec toutes sortes d'institutions et de bailleurs, y compris la USAID, le PNUD, la Banque mondiale. Monsieur Abdelkader Sabipat est un agroéconomiste et gestionnaire de projets spécialisés dans le renforcement des capacités, l'innovation et la gestion des projets agricoles. Il possède une expertise dans les domaines tels que l'agroécologie, le conseil agricole, la gestion des clusters agricoles, chaînes de valeur ajoutée et la protection de l'environnement. Il a lui aussi travaillé avec des projets majeurs. Nous avons ensemble, donc, un ensemble de professionnels et de leaders béninois très performants. Et c'est avec un très grand plaisir que, à ce moment-là, je vais passer la parole à ce que ses collègues, à celui que les collègues appellent le doyen. Donc, Bio, je vous passe la parole. Est-ce que, Alima, tu vas... voilà. John. Est-ce que tu as la présentation? Bien. D'accord. Elena, je vois que quelqu'un... ok. Quelqu'un parle de besoin de traduction. Bio, tu es là? Laisse-moi voir. Voilà. Ok, tu es sur... tu es muet pour le moment. Ok. Laisse-moi voir. Bio, he's on mute. Bio, tu es...
Tu es muet pour le moment, on ne t'entend pas. Ton micro est... Bon, maintenant? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de... Oui, on t'entend maintenant. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ok, très bien. Donc, j'avais dû connecter mon téléphone pour que ça puisse aller. Maintenant, c'est bon. Très bien. Alors, bon, donc, super. Donc, maintenant, est-ce que tu peux partager les slides ou bien tu veux que Alima le partage? Bon, je pensais que c'est Alima qui va partager. Sinon, je peux le faire aussi. Hein. D'accord. Alima, tu veux partager? Parce que pour être sûr qu'on n'ait pas de problème de technique. Voilà. Ouais. D'accord. Une seconde alors. OK. Il y a la difficulté, sinon je peux la partager. Hein. Ça ne marche pas. Ça peut aller? Non. Donc, oui. On voit ton écran, c'est mieux. C'est mieux? D'accord. Maintenant, on peut mettre ça sur la présentation, alors, sur le mode. C'est bon? Ou j'arrête la présentation, ou elle fait ça, c'est bon? OK. Je peux y aller? Vas-y, Bio. OK, très bien. Donc, merci pour cette session animée, préparée, organisée avec l'appui de Kouja. Merci à Marie, et Marie-Rose et à tous les autres, à toutes les autres arrêtés. Merci également aux collègues du Bénin qui se sont associés à nous pour cette présentation, le webinaire, pour lancer en fait, pour introduire le débat sur la question, sur la problématique qui concerne l'arrêt des financements américains sur les questions de développement. Alors, donc, on a pris le cas du Bénin. Lorsqu'on regarde un peu pour ceux qui ne connaissent pas bien le Bénin, c'est un pays de 14 millions d'habitants, 512 000 km², et qui est en Afrique occidentale. C'est un pays francophone, tel que vous le voyez sur la carte de l'Afrique de l'Ouest qui est présentée là, et sur la carte de l'Afrique qui est un peu en haut à droite de chez moi. Donc, quelques indicateurs clés pour vous mettre dans le contexte, n'est-ce pas? Tous les projets de développement, y compris ceux, n'est-ce pas, financés par l'USAID à travers donc différents projets au Bénin, en total 121 projets. Hein. On a les objectifs de ces projets, c'est le développement et la croissance et le développement durable, n'est-ce pas, des communautés béninoises, y compris de l'État béninois, pour renforcer leurs capacités. Alors, suite à cette problématique qui est le développement, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions d'existence, n'est-ce pas, des populations du pays, je donne quelque chose sur le Bénin, comme je le disais tantôt. Il y a son budget pour cette année est de 5 918 milliards de dollars pour l'ensemble du pays. Le taux de croissance est de 6,2% depuis bientôt 2 ans. L'inflation tourne autour de 1,3% en 2023. Le déficit budgétaire est autour de 5,6%. Et le taux d'endettement du pays est de 52%. Si on prend le PIB de 2022. Alors, en termes d'indice de développement humain,
le pays occupe la 173e place, en rang, je veux dire, sur les 193, n'est-ce pas? Ça, c'est les chiffres de décembre 2024, donc il y a moins d'un an. Le taux de pauvreté national est estimé à 36%. Ça, c'est 2022. La devise d'endettement extérieur du pays, pour ce qui concerne le Bénin, est de 52% pour ceux qui utilisent pour l'euro et de 23% pour le dollar US. Alors, la problématique est la suivante. Face à cette situation, le débat sera tourné autour des questions suivantes. Avec l'élection du président Trump, en janvier dernier, il y a eu une avalanche, n'est-ce pas, de décrets qui ont été pris pour suspendre un certain nombre de choses, dont, n'est-ce pas, l'arrêt des financements, la suspension, n'est-ce pas, du financement de l'USAID. Il y a eu des effets, n'est-ce pas, par rapport à ça. Ensuite, quelles sont les alternatives et perspectives, n'est-ce pas, que cela apporte? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un problème pour nous? Pour les pays du Sud, n'est-ce pas, notamment les pays francophones qui reçoivent comment des financements de part et d'autre du plan international du côté donc des États-Unis à travers l'USAID. Donc voilà un peu le décor pour lequel nous organisons ce webinaire pour lancer le débat et essayer de discuter par rapport à ça. Il y aura 3 projets essentiellement basés sur financés par l'USAID ou qui sont des parties prenantes qui vont essayer donc d'apporter des éclairages par rapport à tous ces effets. Les effets qui a eu, les conséquences pour qu'on essaie d'analyser avant de passer à l'étape de conclusion pour qu'on voit ce qui est faisable. Merci pour votre attention. Très bien, je donne la parole donc au prochain pour essayer donc de nous présenter la situation telle qu'elle se présente, n'est-ce pas, au niveau donc des différents projets qui sont en vue. On peut y aller? Ça suit bien. Il faut y aller. Oui. La présentation, c'est vous qui avez le lead. Allez-y, présentez cette partie. OK. Sinon, je peux y aller. Kader, vas-y. Alors, les financements des projets dont nous sommes victimes actuellement, ils sont au nombre de 3 par rapport à ce webinaire. Aujourd'hui, il faut noter que environ 77 millions de dollars US sont un financement qui soutenait le Bénin dans divers secteurs de projets et programmes, dont dans les secteurs des petites et moyennes entreprises, le secteur routier, mais également les secteurs d'infrastructure de l'éducation. 38 millions de dollars US pour le projet Nelly, pour l'amélioration des moyens de subsistance économique des jeunes, des femmes et des populations vulnérables, notamment dans des zones à risque. 230 millions de dollars US pour le renforcement des capacités des pays, les réformes, les risques climatiques, les résiliences et l'impact catastrophique. Alors, au total, un financement IDA de près de 635,5 millions de dollars pour le renforcement de la croissance a démarré en octobre 2024. Et tout, vous pouvez aller au slide suivant. Ça vient. Tous ces financements sont aujourd'hui en arrêt. Le cas pratique des 3 projets dont nous avons l'honneur de vous présenter, ce sont des projets Nelly, le projet USADF et le MCC. Pour le cas du projet ADF, il faut noter que dans ce contexte, environ 121 projets sont arrêtés. Ce sont des projets qui touchaient les 12 départements du pays avec un budget d'environ 10,34 milliards de francs CFA. Au total, 4 500 emplois directs sont menacés, 12 000 emplois indirects sont affectés et les petits exploitants agricoles qui
sont soutenus, environ 90 000 sont affectés et aujourd'hui ont des difficultés énormes. Par rapport aux entreprises diverses qui ont des contrats, les institutions de microfinance qui ont des financements avec ces entreprises, on en dénombre environ 150 dans divers types de contrats engagés. Des filières touchées sont le maïs, la production du maïs, la transformation d'anacarde, la transformation et la production dans la filière apiculture, la transformation et la production dans la filière karité, le maraîchage, le riz et le soja. Au total, nous dénombrons environ 2 millions d'unités de production agroalimentaire qui sont à risque aujourd'hui par rapport à l'arrêt de ce financement, mais également dans des pertes énormes en termes de baisse de revenus agricoles sur environ 250 hectares en période de soudure. Donc, en période de production pluviale, nous pouvons aller au double, environ à une dizaine de ces chiffres-là, soit environ 2500 hectares qui seront affectés directement. Les conséquences directes sont celles des hausses de prix de l'insécurité alimentaire dans plusieurs régions. Nous devons estimer à environ 50% aujourd'hui à risque d'insécurité alimentaire qui doivent impacter d'ici les mois à venir le Bénin. Mais il faut noter également que des pertes énormes en termes de capacité, de capacitation technique des petites entreprises et des petits agriculteurs qui seront affectés. Les niveaux de mise à jour et des niveaux de renforcement des capacités seront touchés suite à cet arrêt de financement, puisqu'il n'y aura plus de financement qui pourront permettre aux acteurs qui faisaient l'interface entre les entreprises, entre les agriculteurs et les partenaires techniques d'avoir des ressources pour aller à leur renforcement de capacité, mais également et surtout des dons, des kits aux écoles, aux hôpitaux qui seront vraiment impactés parce que au moins 116 de kits et 60 lits, environ 200 matelas chaque année sont directement des revenus qui sont des reliquats qui sont directement reversés aux écoles et aux cantines scolaires pour pouvoir faciliter leur fonctionnement. Vous allez voir en image un certain nombre de projets mis en œuvre par USAID et aussi il y a une situation de mise en demeure déjà qui a été une alerte pour le partenaire, aussi bien les entreprises que les entrepreneurs qui sont soutenus par ces actions-là. Donc, après cela, mon collègue de MCC va venir pour vous présenter sa situation. Ok, merci. Merci, Kader. Rapidement, nous allons dérouler sur un autre type de financement qui est différent de MC et de l'USAID. Et ce type de financement, c'est le Millennium Challenge Corporation, qui est une institution du gouvernement des États-Unis et qui a été créée en vertu du titre 6 de la loi 2004 portant programme d'activité à l'étranger, financement des exportations et programme CONES. Ce type de financement travaille vraiment avec beaucoup de pays pour catalyser des changements positifs et durables dans leur économie. En gros, ce sont des actions qui concourent à réduire la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il faut dire, récemment, en décembre 2022, les gouvernements des États-Unis, du Bénin et du Niger ont signé un accord de dons d'envergure régionale. Et cet accord de dons s'élève à 504 millions de dollars américains et c'est destiné à un programme régional de transport Bénin-Niger. Pour ceux qui connaissent bien l'AS, c'est le port autonome de Cotonou, qui est la capitale du Bénin et qui alimente les pays de l'Interland. Et déjà, quand les bateaux, les marchandises, les conteneurs viennent au port, il faut forcément emprunter par voie terrestre pour pouvoir rallier les autres pays. Donc, normalement, ce financement était destiné donc, à reconstruire, donc, à desservir en fait les deux pays. Et aujourd'hui, avec cette situation de suspension temporaire des financements américains, il faut dire plus de
plus de 1,6 million de personnes seront impactées par rapport aux activités qui étaient prévues d'être exécutées. Voilà un peu en gros ce que le financement MCC entrevoyait faire à l'endroit encore du Bénin. Merci, Mustapha. Donc, maintenant, Jalidou. OK, merci bien. Oui, je ne vois plus la présentation, s'il vous plaît. J'ai l'impression que... Alima, est-ce que c'est possible pour toi de partager maintenant? J'ai l'impression que Bio a perdu son signal. Nous savons tous que... Non. Mais Mustapha et Kader, parce que c'est quoi le dernier mot maintenant? Vous avez reçu des lettres au sujet de tout ça, des financements, parce que on vous parlait et c'était l'idée que c'était en arrêt, mais il n'y a rien qui était... Il n'y a eu aucune communication de votre côté? Alors, beaucoup Marie-Rouge, il faut dire qu'à l'heure actuelle où nous avions eu des lettres d'arrêt d'emploi. Ça, c'est ce qui nous concerne directement. Mais en ce qui concerne les entreprises, il y a cette situation de crise qui est en train d'être du jour au lendemain naître par rapport aux divers engagements, aussi bien avec les divers partenaires, que ce soit les entrepreneurs BTP qui étaient engagés dans la construction des infrastructures, mais également des fournisseurs de matières premières, que aussi des commerçants à qui ils doivent livrer des produits finis. Je vais laisser Galilou continuer et on va, à l'heure des débats, nous allons présenter la quintessence de cette situation sur le terrain. D'accord. Nous avons la présentation ou pas? Je présente si Alima n'arrive pas à présenter. Vas-y donc, Galilou, s'il te plaît. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ça semble être la journée de problèmes techniques. Mais nous continuons parce que c'est comme ça, hein? OK, anyway, let me share my screen. Voilà. OK, c'est bon. OK, merci Alima. Allez au diapo suivant. Allez à la diapositive suivante. Slide 9. So I'm the one now sharing my screen. Okay, so can you go to the next slide, please? Number 9. Yes. Yes. Nine. Next slide. Next slide, the nine one. No, this yeah, yes. That's it. Voilà. Yeah. OK. Allez-y. Va donc, Jalibou. OK. Merci. Donc, à la suite des autres collègues, il y a plusieurs mécanismes de financement de la part des États-Unis. Au nombre de ces mécanismes, on a le financement de l'USAID. Donc, je vais parler du projet Nelly, qui a été également impacté par la suspension. Et le projet Nelly, c'est un projet qui a démarré en décembre 2024, qui devrait être implémenté pour 5 ans. Voilà. Et puis, c'était 38 millions de dollars qui est le budget, qui représentait le budget. Et de façon directe, ça devrait impacter essentiellement les jeunes et les femmes. 14 000 jeunes et les femmes dans les zones frontalières du Bénin. Parce que il y a un contexte de l'insécurité liée à l'extrémisme violent au niveau de la zone nord du Bénin, où les jeunes et les femmes sont les personnes les plus vulnérables qui sont régulièrement recrutées par les présumés extrémistes. Parce que ce sont eux que les présumés extrémistes utilisent pour pouvoir mettre en branle la sécurité des communautés. Donc, le projet était venu dans l'intention
de pallier à ça, de solutionner, en offrant les alternatives économiques à ces jeunes-là et en fait que ces présumés extrémistes ne puissent pas les recruter. Parce que si un jeune a son entreprise, a une activité génératrice de revenus, ce serait difficile à ce jeune-là d'être recruté. Parce que les études ont aussi montré que c'est parce que le taux de chômage est élevé dans ces zones-là et que les jeunes n'ont pas accès à des opportunités d'emploi, à des opportunités d'entreprendre, que ces jeunes sont régulièrement recrutés par des présumés extrémistes. Donc, le projet Nelly était là pour solutionner à ça. Mais malheureusement, comme beaucoup d'autres projets, le projet Nelly a aussi été suspendu carrément. Ce n'est pas pour une période de 3 mois, mais officiellement, ça fait partie des projets qui ont été suspendus. Vous pouvez aller au niveau du slide suivant. Ernest. Bon. OK. Après ça, l'autre. The next one. The next one. OK, voilà. Donc, pour exprimer la suspension de ce projet a eu beaucoup de conséquences, comme d'ailleurs les autres projets sur beaucoup de domaines, que ce soit sur le plan économique, sanitaire, sur le plan social et sécuritaire. Bon, lorsqu'on prend le projet Nelly, ça a touché, normalement, le nombre de bénéficiaires directs, c'est autour de 15 000 jeunes. Maintenant, le nombre de bénéficiaires indirects, ça va jusqu'à 5 millions. Donc, vous voyez le nombre de bénéficiaires qui sont touchés déjà par la suspension de ce financement. Donc, il y a la perte d'emploi et l'augmentation du taux de chômage de façon générale. Parce que lorsqu'on prend, par exemple, le nombre de jeunes ciblés, c'est 15 000. Le staff même du projet, c'est 40 personnes. Et puis, le nombre de prestataires est estimé à 50 personnes. Donc, tous ces chiffres, derrière chaque individu bénéficiaire, il y a un ménage. Donc, au total, on aura environ 15 090 ménages qui sont touchés par ce projet, qui sont touchés par cette subvention. Et nous savons qu'en moyenne, dans chaque ménage au Bénin, on a en moyenne 5 membres. Donc, lorsque nous estimons ça, ça nous donne un effectif, un total d'environ 75 000 personnes qui sont touchées par l'effet de la subvention. Donc, ça, ce n'est que l'exemple du projet Nelly. Alors que nous savons que, en général, si on va extrapoler, on a environ 121 projets qui ont été suspendus. Donc, si au niveau d'un seul projet, on a jusqu'à 115 000 personnes qui peuvent être impactées négativement. Donc, au niveau pour un total de 121 projets, donc un total de 1 825 000 ménages sont impactés par cette subvention. Donc, alors qu'on a dit au Bénin en général, en moyenne, on a 5 membres par ménage, donc ce qui donne environ 9 129 personnes qui pourraient être touchées par cette subvention, par cette suspension du financement de l'USAID et de la suspension du projet. Alors que le Bénin, l'effectif, c'est environ 14 millions d'habitants. Donc, ça veut dire que d'une manière, de façon directe ou indirecte, 65% de la population sont touchés par cette suspension de l'aide américaine au développement et de l'aide humanitaire. Donc, cet état de choses a des conséquences énormes. Comme je l'avais dit, sur le plan sécuritaire de l'extrémisme violent, ça veut dire que ces jeunes que le projet essayait même de récupérer, de leur proposer des alternatives économiques, ces jeunes sont laissés pour compte et constituent aujourd'hui des terreaux fertiles pour la dégradation de la situation, du contexte lié à l'extrémisme violent dans la région nord du Bénin. Donc, il y a également l'augmentation du taux de chômage parce que c'était des emplois qui étaient créés, mais ces jeunes sont laissés pour compte. Donc, ça veut dire que le taux de chômage qui était estimé à 36%, en 2022, ce taux de chômage va augmenter encore parce qu'il y a les pertes des emplois et environ
9 millions de personnes sont impactées de façon directe ou indirecte. Donc, pour ce cas, voilà ce que nous avons comme impact, comme individu touché et les conséquences possibles dans les divers secteurs, que ce soit santé, éducation, pauvreté et dégradation de la sécurité et de l'extrémisme violent au niveau du Bénin. Merci. Merci, Jalidou, Mustapha, Kader, Bio. Lorsqu'on réfléchit qu'un seul projet ou bien tous ces projets, nous parlons de 9 millions et de personnes qui sont impactées et que nous avons une population de 14 millions, c'est incroyable. Parce que en vous parlant, en préparant le webinaire, nous parlions justement non seulement à court terme, c'est ça les conséquences, mais à long terme, nous allons parler de problèmes d'insécurité alimentaire, probablement une famine, ensuite toutes sortes de problèmes du point de vue de sécurité et de déstabilisation en fait du pays. Et tout ça parce que ça a été quand même un arrêt brutal, sans possibilité de transition. Maintenant, si nous allons parce que maintenant, ce que j'aimerais faire, et Bio, je sais que vous allez parler des alternatives. Approche de solutions. Approche de solutions. Alternatives. Oui. Alternatives. Donc, merci pour ce petit résumé, n'est-ce pas, de ce qui a été présenté. Au bout du rouleau, le débat, c'est comment faire pour sortir, n'est-ce pas, de cette situation aujourd'hui, à court, moyen et long terme. Alors, des questions qu'on lance comme ça à tout vent. Alors, il faut aller vers un développer des mécanismes, n'est-ce pas, innovants, de financement local pour soutenir les projets suspendus et permettre donc à ceux qui sont en situation puissent, n'est-ce pas, retrouver ne serait-ce qu'une partie donc de ce qui était perdu. Ensuite, est-ce qu'il ne faut pas penser à mettre en place un modèle, n'est-ce pas, de financement durable? Pourquoi pas un fonds fiduciaire, n'est-ce pas, où plusieurs coopératives, plusieurs bailleurs de fonds se mettent ensemble avec les États concernés pour essayer de définir les modalités de ce genre de fonds qui pourraient intervenir en cas de situation difficile pour pouvoir parler au plus préfet. Ça, c'est des alternatives. Ou alors optimiser, n'est-ce pas, l'utilisation des ressources internes pour compenser l'arrêt des financements, parce que c'est extrêmement brutal, on a vu, ça produit des effets en cascade des agents du projet, les bénéficiaires directs, des bénéficiaires indirects. On parle de peut-être quelques cinquantaines de personnes pour impacter vraiment tout un pays de façon entière. Autre alternative, est-ce qu'il existe des opportunités? Est-ce que cette situation peut être une opportunité, n'est-ce pas, pour les pays, les personnes victimes, n'est-ce pas, impactées par la chose, de pouvoir trouver d'autres possibilités? Quelles sont ces possibilités? Comment les saisir et quelles sont, disons, qui peut les prospecter? Je crois que c'est l'ensemble des discussions que l'on pourra avoir pour enrichir le débat et pouvoir voir quels seront les prochains pas. L'autre chose également, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas d'organiser, si vous voulez, un peu un forum des partenaires qui peut discuter de plusieurs possibilités à court, moyen et long terme, peut-être que pourquoi pas un forum des partenaires pour aboutir sur, disons, un fonds fiduciaire. Bref, voilà autant de discussions, de débats que nous mettons sur la table pour voir les perspectives, n'est-ce pas, par rapport à ça. Merci donc pour votre participation et la balle est dans votre camp. Merci Marie-Rose et à tous les autres. Merci à Bio de parler de ça. Parce que, en fait, la réalité, c'est pouvoir discuter et voir comment est-ce que les choses vont changer. Parce que j'ai une question pour vous, parce qu'à un certain moment, nous parlions de certains modèles de support solidaire qui se passaient. Donc, c'est quelque chose que nous allons explorer dans d'autres webinaires. Mais c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant à explorer. Je voudrais aussi parler rapidement, c'est-à-dire, il y a ces derniers temps, d'une manière ou d'une autre, je pense beaucoup à Thomas Sankara, qui en 1984, qui a dit quelque chose comme
Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser dans notre espace économique, politique et culturel. Donc, c'est quelque chose qui résonne pour le moment, comme nous réfléchissons qu'au niveau mondial, et surtout dans les pays du Sud, nous avons une situation où il y a beaucoup de pays qui étaient beaucoup trop dépendants, y compris le mien, y compris le vôtre, je suis d'Haïti, y compris beaucoup de pays d'Asie, de l'aide américaine. Maintenant, nous sommes dans une situation où nous devons y pallier. Et ça va demander, en fait, d'autres solutions innovantes. Je voulais vous remercier, mais est-ce qu'il y a un dernier mot lorsqu'il s'agit de ça, de quelque chose, lorsqu'il s'agit du futur? Des solutions qui émergent ou quelque chose dans le genre? Adèle? Okay, oui. Merci Marie-Rose. Merci Marie-Rose et merci à tous pour quand même le temps consacré à ce webinaire. Vous avez dit l'essentiel à travers cette situation, mais le grand, il reste maintenant les pas des Africains à ce que chaque Africain se réveille et que désormais on chasse, que nul ne pourra faire notre bonheur que par nos saints doigts, par nos énergies conjurées et par notre pensée, notre savoir-être, notre savoir-faire qu'on doit mettre au service de nos siens. Alors, cela étant dit, il sera question désormais aux jeunes Africains qui fédèrent les énergies pour pouvoir construire leur avenir. Et l'avenir, ce n'est pas demain, puisque ceux qui nous supportaient, ceux en qui on avait l'espoir, nous ont suivrés au moment où on a plus besoin d'eux. C'est aujourd'hui et maintenant que chacun d'entre nous va essayer de mettre les petits grains dans les grands pour quand même construire cet avenir-là et qu'on puisse quand même dire l'Afrique a quand même des personnes qui pourront vivre dans l'Afrique avec les efforts de l'Afrique. Également, les forces conjurées, les jeunes panélistes que vous avez avec vous sont en train déjà de mettre sur pied des organisations, des types de projets qui, avec un minimum d'efforts, pourront quand même avoir des moyens pour aller à la sensibilisation de cette population, pour la mettre au travail, pour la permettre de régler leurs problèmes avec les moyens de bord, quant à ce que l'avenir puisse se construire petit à petit à partir des mains des Africains. Voilà ce que j'ai à ajouter. Merci beaucoup. Et je pense que c'est le cas et c'est le moment. Okay. Halima, tu veux terminer? Oui, bien sûr. Merci à tout le monde. Encore une fois, merci d'avoir participé à cette réunion malgré les problèmes techniques. Nous apprécions beaucoup votre participation. Nous apprécions votre temps et votre engagement dans cette conversation importante. Sur le chat, j'ai mis le lien de le site Kuja si vous êtes intéressé par nous rejoindre. Je vais le réécrire dans le chat pour tout le monde. Et oui, moi, je voulais juste dire merci beaucoup. Merci beaucoup et nous espérons, et sans les problèmes techniques, que la prochaine fois, nous aurons beaucoup plus de webinaires et beaucoup plus non seulement de cas d'histoire et de solutions qui vont venir de nos communautés, des communautés des pays du Sud. Merci à tous.
Merci. Au revoir. Okay. Bye. 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 Bye.